Daniel Menvaux, professeur à l'Institut XLIM, donc à Poitiers, et donc a été un petit peu introduit déjà par Xavier, puisqu'il va nous présenter l'ANR Digitalis. Alors c'est une ANR qui vient tout juste de débuter, et donc c'est plutôt c'est pas tellement des résultats qu'il va nous présenter, mais les objectifs de cette ANR. Ok. Donc, il a été accepté en 2022. On est dans la première année, là. Et je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu l'objectif du projet. Donc, il y a 5 partenaires, 5 laboratoires partenaires. Là, le constat qu'on a fait avec les collègues, c'est que finalement, donc on a parlé pas mal de 3D, d'apparence, etc. Et un point fondamental, c'est que rarement la donnée arrive tout ensemble, structurée, et visuellement, avec des outils de restitution visuelle acceptables, on va dire. Donc chacun fait un petit peu ses acquisitions d'un côté, chacun prend ses notes de façon différente, et ce qu'on essaye de proposer, c'est un système qui puisse permettre de gérer l'ensemble des informations si on y arrive d'un seul coup. Alors ça, c'est l'objectif du projet. Donc typiquement, si on regarde un petit peu comment l'archéologue ou l'historien va analyser les choses, donc il va avoir à sa disposition un ensemble d'informations qui peuvent être des ouvrages plus ou moins récents, qui peuvent être des acquisitions, alors soit des photographies, soit 2D, soit des relevés manuels. Il va y avoir aussi un certain nombre de mesures qui peuvent être faites sur l'objet, concernant le matériau, concernant la structure, etc. Donc j'ai mis des croquis, parfois des objets en 3D, mais qui vont être modélisés à la main à partir de modeleurs. Et donc chaque corps de métier va être spécialiste d'une partie. Et ce qu'on aimerait faire, nous, de notre côté, c'est essayer d'avoir un ensemble d'outils numériques qui puissent permettre de remettre tout ça ensemble et peut-être d'aider l'historien, l'archéologue à comprendre mieux son objet et à tirer peut-être des conclusions avec une aide des outils numériques. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à coupler des outils de visualisation de l'objet lui-même, de sa forme, de son apparence, avec des outils de visualisation de l'information qui est liée à ces objets et qui puisse aussi être rattachée à l'objet, localisée sur l'objet. Voilà. Avec des questions un petit peu délicates. Si l'objet évolue et qu'on a plusieurs versions de l'objet au cours du temps, prenez un bâtiment qui a été détruit en partie, etc. Comment est-ce qu'on fait pour assurer la pérennité de l'information au cours du temps et de l'évolution de l'objet? Donc ça, c'est un autre challenge. Ce qu'on souhaite faire, évidemment, donc, comme Xavier l'a largement exposé juste avant, c'est pas simplement un outil, entre guillemets, instantané qui pourra être utilisé pendant 2 ans et puis après on remet tout à zéro, mais plutôt d'avoir des principes. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est intégré dans le consortium 3DSHS, parce qu'on aimerait respecter ces standards, ou en tout cas ces recommandations, et pourquoi pas participer justement à ces discussions-là. Et alors, une partie qui nous intéresse, nous, particulièrement à XLIM, et moi en particulier, c'est vraiment la question de la qualité de la restitution. Parce qu'on parle d'acquisition avec des lasers, de reconstruction de maillage, de nuages de points, mais finalement, quand on reconstruit un maillage détaillé d'un objet, on va avoir plusieurs centaines de milliers, millions, dizaines de millions, milliards de faces. Et malheureusement, les outils de visualisation, et on a l'exemple avec le CESCM, avec Archéovision qui reconstruit des nuages de points extrêmement denses, finalement, un PC standard n'est pas capable de visualiser l'objet tellement la base de données est importante. Ouais, et ça, c'est un vrai problème parce qu'on a de la donnée qui est très précise, mais elle est inutilisable pour l'historien ou l'archéologue. Et la question est de savoir maintenant comment est-ce qu'on peut avoir des outils qui donnent une qualité qui soit quand même acceptable visuellement, tout en ayant quand même quelque chose de précis en arrière. Voilà. Et un des objectifs du projet, alors là, je focalise un petit peu plus sur l'apparence, c'est de savoir si ces objets-là qui ont eu une acquisition dans un certain contexte lumineux peuvent être restitués dans un autre contexte lumineux. Ça aussi, c'est une question qui nous intéresse. Voilà.
Alors les objets d'étude qu'on a pour le projet, donc on a identifié des objets qu'on a considérés, alors l'ensemble, je dis on, c'est certainement pas Xlim qui va décider, hein, mais qui ont été considérés comme représentatifs d'un spectre suffisamment large, c'est-à-dire on ne veut pas se spécialiser juste sur une céramique égyptienne et faire tout ce qu'on a à faire sur les céramiques égyptiennes parce qu'on va rater des choses si on parle ensuite de bâtiments. Donc bon, les laboratoires, ils viennent juste après. Donc, on travaille avec le CESCM à Poitiers, avec l'Institut, donc le CESCM, Carolina a présenté très rapidement tout à l'heure le CESCM. Il y a l'Institut français d'archéologie orientale aussi au Caire, en Égypte. Et avec ces deux laboratoires-là, plus on est 3 laboratoires côté plutôt sciences, informatique, numérique. Donc j'y reviendrai juste après. Donc on va travailler sur le Palais des Ducs avec les études de Nicolas Proutot, l'hypogée des dunes avec Cécile Tréfort, les peintures de l'abbaye de Saint-Savin avec Marcelo Angeben. On va utiliser aussi la céramothèque et en particulier la base romane qui est disponible où on peut récupérer un certain nombre d'informations, mais en particulier des photographies et puis un certain nombre d'annotations. La céramothèque de l'IFAO et oui, j'ai cafouillé les deux. Donc la photothèque du CESCM et la céramothèque de l'IFAO. Avec un problème particulier du côté de la céramothèque, c'est que sur les fouilles en Égypte actuellement, les objets peuvent plus être sortis des sites de fouilles. C'est-à-dire que les collègues ne peuvent plus emmener en laboratoire les échantillons pour les analyser. C'est devenu interdit. Et du coup, les acquisitions qu'on doit faire sur site, on ne peut pas transporter un scanner de taille trop importante parce qu'il faut qu'ils prennent l'avion, etc. D'ailleurs, avec Benjamin, quand on a été au Caire faire de l'acquisition, la valise qui comporte son petit système d'acquisition a du mal à passer à la douane, quoi. Voilà, donc de là à aller au-delà, ça devient compliqué. Ok. C'est bizarre parce que vous ne voyez pas tout à fait la même chose que moi, mais bon, ça va aller quand même. Du coup, ce qu'on veut faire, il y a 3 volets principaux au projet. Il y a la question de la représentation de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance en dehors de la partie 3D, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient avec l'objet, qu'est-ce qu'on connaît de cet objet-là, quelle est l'histoire qu'on a découverte jusqu'ici. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer sur les compétences des collègues qui sont spécialistes de la donnée et de la connaissance. C'est pour ça qu'on a un autre laboratoire de Poitiers qui s'appelle le LIAS, qui est justement spécialisé dans ces choses-là. Donc là, Xavier Granier a parlé tout à l'heure d'ontologie. Donc l'idée, c'est justement de s'appuyer sur les ontologies existantes dans le domaine de l'archéologie, de voir si ces ontologies-là permettent de répondre aux problématiques qui existent sur les sites qu'on a vus avant. Et puis éventuellement de voir dans quelle mesure il reste des choses à ajouter sur ces ontologies pour pouvoir les compléter. Et un point intéressant là-dedans, c'est que lorsqu'on a un objet, l'idée aussi, c'est d'aller faire de la collecte d'informations sur d'autres éléments, par exemple sur Internet, et essayer de récupérer des objets proches ou de la même période pour ensuite les analyser et faire de la recherche automatique de contradictions, par exemple, ou de points communs, etc., justement pour apporter de l'information supplémentaire aux historiens. Voilà. Le deuxième volet, c'est la visualisation des objets 3D. Alors la question est de savoir comment est-ce qu'on acquiert les objets 3D. Typiquement, on a été au Caire en mai, ou en juin, peu importe, et on a fait l'acquisition d'une quinzaine à peu près de céramiques. Alors c'est des fragments de tailles diverses. Et donc ce qu'on veut, c'est arriver sur site et être quasi immédiatement opérationnel. Alors il n'est pas question d'avoir un système qui puisse permettre d'avoir un tapis roulant qui déroule et qui déroule pour faire des milliers d'objets. Mais est-ce qu'on peut avoir en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes un ensemble d'objets qui soit un peu représentatif d'une collection? Donc la méthode qu'on a choisie, nous, parce qu'elle nous a semblé la plus simple, c'est la photogrammétrie, avec les défauts qu'elle a, évidemment. Mais elle permet d'obtenir des représentations géométriques suffisantes pour ce qu'on veut en faire. Et puis, il y a le dernier volet, c'est la visualisation des annotations avec leurs attachements à l'objet 3D. Voilà. Donc, bon, j'aurais dû faire passer ce transparent-là beaucoup plus tôt,
Donc le CESCM à Poitiers, l'IFAO au Caire, le LIAS à Poitiers. Il y a un autre laboratoire côté numérique qui est à Reims, qui s'appelle le CRESTIC, donc qui travaille aussi sur des questions de visualisation, d'acquisition et de restitution. Et puis XLIM, nous. Oui, je ne vais pas pouvoir dézoomer la résolution, mais bon, voilà. Donc c'est un laboratoire, on est un laboratoire, en fait, le centre névralgique, c'est Limoges, et il y a une antenne à Poitiers, pour faire court. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend, nous, pour faire justement ces acquisitions? Donc, comme je l'ai dit, on utilise des photographies, c'est quasiment à main levée, hein, avec quasiment n'importe quel appareil photo. Alors, on essaye d'aller quand même un petit peu au-delà de ça, parce que l'objectif, c'est d'éviter de multiplier trop le nombre de points de vue et d'essayer d'avoir à la fin une restitution correcte. Typiquement, on essaye de se mettre, alors on n'est pas dans un environnement contrôlé, mais on essaye de se mettre dans un environnement lumineux où l'objet est relativement bien éclairé et où on ne va pas être trop gêné par d'éventuels reflets de spécularité. Alors ça tombe bien parce que les céramiques sont plutôt poreuses que brillantes, mais on a fait des tests aussi avec des objets brillants, ça s'est passé relativement bien. Alors, la photogrammétrie peut permettre d'aller jusqu'à un maillage texturé. Le problème de ça, c'est que le maillage va comporter un très grand nombre de triangles. Hein. Souvent, c'est de l'ordre du million ou plusieurs millions. Et les triangles ne sont pas forcément bien organisés par rapport à la structure de l'objet. Par exemple, toutes les arêtes franches vont être complètement déformées parce que la photogrammétrie commence par identifier des points d'intérêt et va reconstruire des points en 3D. Donc la première étape, c'est de, je ne fais pas le déroulé complet, mais la première étape, c'est de générer un nuage de points et de construire un maillage triangulaire à partir de ce nuage de points. Et les points ne vont pas être placés très souvent, pas sur les arêtes, mais de part et d'autre des arêtes. Et donc les arêtes vont être complètement, j'ai dit avant, déformées. Et ce qu'on a choisi, nous, c'est de s'arrêter au nuage de points parce que finalement, c'était la seule information géométrique qui était vraiment fiable dans cette reconstruction-là. Donc ça, c'est notre choix. Un autre problème, c'est la projection des textures, puisque lorsque sur les triangles, les textures sont reconstruites, donc elles sont reconstruites à partir des photos, à une résolution fixée. Et une fois que la résolution est définie, on ne peut plus la changer. C'est-à-dire que si on s'éloigne de l'objet, on risque d'avoir des défauts d'échantillonnage. Et si on se rapproche de l'objet, on risque d'avoir des gros pixels qui apparaissent. Et donc nous, et ça c'est vraiment une des caractéristiques des travaux qu'on a réalisés, je vais vous faire une petite démonstration après. Ce qu'on souhaite faire, nous, c'est utiliser le nuage de points comme support géométrique, et ensuite les informations d'apparence, on va les chercher directement sur les photographies. Et du coup, on va avoir un processus qui va être auto-adaptatif en termes de qualité. Lorsqu'on va s'approcher de l'objet, le système, notre système, va avoir tendance à récupérer les pixels des photographies qui sont les plus proches du point de vue de la navigation. Voilà. Alors j'ai mis ici un exemple, hein, et je vais vous faire la démo quasiment tout de suite. À gauche, on a le nuage de points généré. À droite, enfin, la deuxième image correspond en fait à l'association à chaque point à un élément de surface. Alors ça peut être un petit disque, un petit carré dans l'espace. Hein. Et cette projection-là, donc l'objectif, c'est d'essayer de boucher au mieux les trous entre les points qui sont affichés. Et lorsqu'on va se déplacer autour de l'objet, automatiquement, de façon interactive, le système va, pour chaque pixel, aller reprojeter le point 3D correspondant à ce qu'on observe sur les photographies et faire un mélange de couleurs. Voilà. Alors ça pose un certain nombre de problèmes techniques que je ne vais pas détailler ici. Donc je vais essayer de vous faire une petite démo là. Je vais poser le micro, vous m'entendez quand même au fond? Ouais. Oui. Ok. Évidemment, c'est pas le bon. Alors, on s'est un petit peu placé aussi dans le pire des contextes possibles, c'est-à-dire que la visualisation ici, elle est réalisée sur un navigateur web. Donc en termes de performance, c'est ce qu'on peut faire de pire en fait. Oh, il est fort. Merci. C'est un petit peu ce qu'on peut faire de pire. Donc là, on a un modèle qui a 771 000 points. Donc on peut changer la taille des points, bon, peu importe. Alors donc en fait, là, on peut observer le nuage de points. Ça va, vous voyez? Ouais.
Et donc, alors on peut jouer sur la taille des points, et puis on peut décider d'utiliser les photographies. Alors normalement, les points, ils viennent avec le modèle, le nuage de points, comme on l'appelle en 3D, vient avec une couleur par point. Donc on a une valeur rouge, vert, bleu par point. Et en fait, on remplace ça complètement, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de la couleur des points. On va reconstruire cette forme géométrique 3D dans cet espace-là, qui est dans l'espace écran avec une profondeur. Et grâce à la profondeur, on peut aller reprojeter le point 3D sur la photographie. Mais c'est le point observé. C'est-à-dire que même si on n'a pas de point à un pixel donné, on va récupérer quand même la profondeur et on va aller le chercher sur les photographies, puisque le système d'analyse nous permet de récupérer précisément les caractéristiques de chaque point de vue. Alors, ce qui est intéressant, là, sur mon navigateur, c'est que je suis à 60 images par seconde, ce qui est en fait la limite. Mon PC, il date de 2018 et je n'ai pas de processeur graphique dessus. Donc, c'est vraiment dans le pire des cas. Donc, n'importe quel PC récent. Donc, vous voyez, on a... alors, c'est plus flou ici que là. Les vidéos sont rarement sympas avec nous. Mais on arrive à avoir des éléments de texture relativement détaillés. Y compris avec assez peu de photos, finalement, parce que par modèle, je crois qu'on... Alors, ici, surtout, si on n'a qu'un côté, on peut avoir un côté avec une dizaine de photos, avec ce type de qualité. Mais si on veut l'objet complet, on peut compter une quarantaine de photos, ça se passe relativement bien. Donc voilà pour un premier objet. Donc ça, c'est des céramiques qu'on a acquis cet été, en fait. Donc je vous en montre une autre. Alors j'ai la cathédrale de Poitiers, normalement, sauf que le répertoire n'y est pas. Donc voilà un autre exemple de céramique. Voilà. Et puis on peut s'approcher, on a des éléments de relief. Donc il y a différents types d'étapes qu'on peut activer ou pas. Alors ouais, je suis désolé, c'est un petit peu mieux sur mon écran, mais on arrive vraiment à avoir quelque chose d'acceptable visuellement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que plus la résolution des photographies est importante, alors oui, plus ça prend de place, mais surtout, plus on va avoir de détails au niveau de la visualisation. Et donc, on a vraiment... Alors, on peut choisir de prendre un côté, les deux côtés, toute la forme, etc. Ici, on s'est limité à des régions. Mais on a une vraie navigation autour de ça. Et puis, alors, on a été aussi avec Nicolas Proutot, qui travaille sur le Palais des Ducs, au sous-sol du palais. Et puis, donc, il y avait une zone assez intéressante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les défauts. Ici, en fonction de l'exposition qu'on a par appareil photo, eh bien, on peut avoir des variations de couleurs. Donc, c'est là aussi où la prise de vue peut être importante. C'est bien de contrôler quand même son exposition. Et donc, de la même façon, on peut naviguer... on peut naviguer de façon relativement précise autour de l'objet. Bon, le vidéo est un tout petit peu flou, mais on voit très bien je sais pas comment dire, la sculpture. Voilà, les traces d'outils, effectivement. Voilà. Alors, il y a aussi, alors c'est toujours intéressant parce que si on essaye d'observer ce que c'est, alors ça, en fait, il y a des tiges en métal avec un petit chapeau en plastique de protection. Et alors, on peut voir, suivant le point de vue où on se place, on peut voir ou pas le positionnement des objets et justement les défauts de reconstruction et de positionnement des appareils photo. Il y a des endroits, vous voyez ici par exemple, alors, bon, mon point de vue n'est pas... Voilà. Vous voyez ici, j'ai l'impression qu'ils sont deux, alors qu'en fait, c'est un problème de projection parce que soit j'ai pas pris assez de photos, soit dans le lot, il y a une photo pour lesquelles la reconstruction des matrices de projection et transformation n'ont pas été tout à fait bien faites. Donc après, on peut s'amuser à rajouter des suppressions de photos. Enfin, on peut supprimer quelques photos avec leur matrice et ne choisir que les photos qui nous semblent les plus pertinentes. Mais en tout cas, on a un nuage de points qui est... Voilà, on n'a que 112 000 points pour avoir ça. Et en mémoire, ça ne coûte pas grand-chose, quoi. On est sur quelques kilo-octets, plus les photos qui doivent être stockées en mémoire. Donc voilà pour la petite démo. Et les acquisitions, c'est quelques minutes. Voilà. Donc c'est relativement simple. On peut avoir beaucoup de points si on le souhaite. Et en fait, ici, on a dégradé le nuage de points, justement, pour garder quelques centaines de milliers de points, parce que c'est largement suffisant. Sur ce PC-là, on peut même monter jusqu'à... Je crois que je suis monté à 3 millions de points, mais alors ça ralentit un petit peu les performances.
et ça ne change pas grand-chose en qualité. Comment ? Ah ben pour les peintures, on peut faire la même chose aussi. D'ailleurs, on avait fait quelques tests, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait, à Soulage, alors, en fait, j'avais raté un réglage et j'étais passé en mode manuel au lieu d'être en mode automatique sur la mise au point. Et malgré ça, on avait eu des choses qui n'étaient pas si catastrophiques. Par contre, on est loin de la métrologie, là. Mais ce qui est intéressant avec le système qu'on souhaite mettre en place, c'est vraiment... Je vais reprendre ça. C'est vraiment le fait qu'on ait d'autres informations. Et typiquement, des informations de mesure, par exemple, sur le matériau. Si on peut récupérer un échantillon à côté de la même surface que l'objet, pourquoi pas la réutiliser ensuite? Alors déjà, on peut l'attacher à l'objet, et pourquoi pas ensuite la réutiliser pour faire, par exemple, du calcul de rééclairage. Voilà. Donc, on n'est pas parti là-dessus, mais c'est le début d'une thèse qui a démarré il y a 1 an, mais qui démarre sur cet aspect-là ces jours-ci. Voilà. Donc pour le rééclairage, la difficulté, c'est qu'on a un environnement lumineux autour de l'objet et on ne le maîtrise absolument pas. Si on est sur site, par exemple sur un site de fouille, on doit aller à Carnac normalement en décembre 2024. Il faut du temps pour préparer les choses. Et on sait quand on va arriver à Carnac, on n'y va pas comme ça avec tout le matériel d'acquisition du laboratoire. On peut juste espérer avoir quelques éléments, de l'électricité et puis le matériel qu'on apporte sur place. Et donc l'environnement lumineux, on ne va pas pouvoir le contrôler. Donc ce sur quoi on est parti, nous, alors après c'est notre domaine de recherche et donc on n'a pas encore de certitude. Ce qui est certain, c'est que pour faire, en fait ce qu'on souhaite faire, c'est réinverser l'éclairement de l'objet et ce qui est acquis par la caméra, sachant que là-dedans, il y a des intégrales à résoudre et on est dans un domaine qui est lié à ce qu'on appelle la simulation d'éclairage. Donc, c'est de l'algorithmique du calcul du transport lumineux dans un environnement et il va falloir inverser ça. Donc, il va falloir résoudre l'intégrale dans l'autre sens, sachant qu'à un moment donné, on va avoir besoin des paramètres des matériaux, mais si on parle de mesures, aujourd'hui, des modèles mathématiques de matériaux, il en existe tout un tas, mais il n'y en a quasiment aucun qui correspond à de la vraie mesure. Les courbes ne se suivent pas, en fait. Et donc, il va falloir trouver des astuces pour que, finalement, le résultat reste visible. Et on peut espérer faire des acquisitions de BRDF sur des échantillons, si Romain veut bien nous prêter son système, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse emmener la table au Caire en avion, dans une valise. Voilà, donc ça pose tout un tas de problèmes et on est obligé de trouver des compromis, en fait. Et donc, le premier aspect, c'est l'aspect visuel. Mais derrière, la mesure physique est évidemment aussi intéressante, quoi. Voilà, je crois que j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Oui, alors j'ai une petite question à propos de la démo. Donc, à la fois, c'est très spectaculaire, hein, surtout avec le faible volume de données, de pouvoir naviguer dans une pièce. Les petits bouchons en plastique, là, qu'ils sont brillants. Et la petite spécularité semble assez cohérente, même quand on se promène. Oui, alors, les poteries sont mates. Donc là, on comprend que c'est un peu le cas idéal pour que ça fonctionne bien. Sur les objets brillants, voilà, je me demandais si, rien qu'en allant chercher dans les photos, les spécularités restaient cohérentes quand on tourne le point de vue. On avait été avec... alors je crois que c'était avec le CESCM. À un moment donné, ils avaient déposé une cloche d'une église de Poitiers, qui doit être l'église de Saint-Hilaire. Et en fait, ils avaient aligné les cloches, et il y avait une cloche dont le propriétaire est l'université de Poitiers. Et donc, on avait eu l'opportunité d'aller faire des photos. Donc, j'y suis allé avec mon petit appareil photo. J'ai tourné autour de la cloche. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'à la reconstruction, je ne crois pas que j'ai la démo là, puis je ne veux pas bouffer complètement le temps, mais on voit le reflet se déplacer au fur et à mesure de notre déplacement à nous. Donc, on voit le... Oui, c'est... J'ose pas dire complètement cohérent, parce que ça dépend de la répartition des photos dans l'espace. Mais ça se passe plutôt pas mal. Alors, une cloche, c'est un objet qui est quand même plutôt mat, même s'il est brillant. Donc, c'est un reflet de spécularité plutôt flou, quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer. Et, oui, satiné, ouais. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Si l'objet est d'une brillance lisse,
Là, c'est plus compliqué parce qu'on ne va pas arriver à suivre le reflet, on va avoir des sauts. Alors, en réalité, ce qui se passe avec le système, c'est qu'il y a un mélange de photos. Et donc, il va remélanger les reflets. D'une façon qui n'est pas forcément tout à fait logique, d'ailleurs. Hein. Mais il fait des choses comme ça. Pour le rééclairage, est-ce que tu es obligé de passer du nuage de points à un maillage? Non. Non. Non, l'idée, c'est justement de le faire sans. L'objectif, c'est de le faire au pixel près. Mais pour ça, mon idée, ma première idée, et c'est souvent comme ça que c'est fait, c'est d'abord d'extraire une information chromatique, colorée, et ensuite d'essayer d'évaluer une rugosité pour typiquement un modèle micro-facette sur lequel on mettrait une distribution pour que visuellement ça puisse à peu près coller, quoi. Et en fait, placer ce reflet-là par-dessus l'achromage, il y a un certain nombre de travaux qui ont été proposés sur ce genre de choses. Je pense que ça peut rendre des effets relativement intéressants et plutôt visuellement réalistes. J'avais une question par rapport... Donc le projet, à la fin, c'est de pouvoir combiner différentes sources. Et la première question, c'est quelle va être la porte d'entrée, on va dire le formulaire pour accéder à la donnée? C'est à partir de la 3D, on va vers les documents, on part des documents, on va vers la 3D? L'idée, c'est de pouvoir faire les deux à n'importe quel moment. On peut très bien imaginer avoir la base de connaissances sans aucune visu 3D, mais peut-être des photos, etc. Ce qui est intéressant, alors on parle de rendu basé image, ce qui est intéressant, c'est que comme on a les caractéristiques de projection pour chacune des photos, si on dessine quelque chose sur une photo, on va le voir apparaître en 3D, et mieux, on peut même le reprojeter sur toutes les autres photos. Et du coup, la collecte, un champ de blé, quand on récupère le blé, ça s'appelle de là. La récolte. Voilà, on peut faire du moissonnage sur différents sites. Une des difficultés, c'est ensuite de savoir si la transformation de l'information d'un site vers une ontologie est facile ou pas. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est de la technique qui intéressera probablement personne ici. Mais ensuite, c'est le fait de mettre les choses ensemble grâce à cette ontologie et puis au lien qu'on est en train de mettre en place. Je ne vois pas Xavier, mais dans le cadre notamment de l'atelier annotation dans 3D SHS. Ouais, moi j'avais le parallèle avec Aioli, développé par le MAP, oui. Justement, qui est une plateforme presque similaire, mais pas forcément sur les rendus en tout cas. Ouais, alors justement, ce qui est très bien, c'est que je ne suis pas pilote de cet atelier annotation, on est copilote avec Adeline Mode. Adeline Manuel, pardon, je confonds. Ouais, tiens, du coup, je te vois. Et c'est intéressant parce que justement, on en profite, on déborde un petit peu dans nos discussions quand on est que tous les deux pour voir comment on peut avancer ensemble sur ces deux projets-là, parce qu'ils ont évidemment fait beaucoup de choses sur ça. Bien, merci encore, Daniel. Et il nous reste une dernière petite pause. Alors, pour pas être trop retardé, parce qu'il y a des gens qui prennent le train, on va se dire dans une petite 10 minutes, donc vers 15h40, si ça vous convient.